De nouveaux indices sur l'homme à la brûlure nous sont dévoilés dans ce chapitre, et je pense qu'on a affaire à Dragon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la review de chapitre 1080, qui est un couscous tagine, qui est un croissant, omelette du fromage, il y a tout ce qu'il faut. On va répartir la review en plusieurs axes, comme d'habitude. Accrochez-vous, on décolle tout de suite. Parce que je m'accroche à chaque détail quand je bouquine un chapitre de One Piece, la couverture de ce chapitre nous montre des écureuils qui dorment en mangeant aux côtés des Mugiwara. Nabi et Robin exclus, parce que Franky prend genre la moitié de la place ce mastodonte, on peut constater que Sanji dort pas, mais potasse un livre de cuisine avec attention. Sourcil dans le sens humain du terme, non berserk, le cuisinier attire notre attention sur la parure de ce livre. Nous pouvons voir quelque chose d'intéressant en zoomant un peu. En français, COC, Acquis des rois, la petite couronne qui est présentée pour compléter cette analyse, et surtout, Sanji est le seul Mugiwara avec les yeux bien ouverts et un livre entre les mains. Cet homme n'a pas fini de progresser et nous prépare peut-être quelque chose dans les chapitres à venir. Je pose ça là. Est-ce que c'est un traficage énième de la fanbase? J'espère que non, on verra bien. Le chapitre s'ouvre sur le titre que Eiichiro Oda nous dévoile pour la première fois factuellement. Kusan est bel et bien intégré à l'équipage de Teach en tant que 10e et dernier recruté. Masterclass de Garp d'ailleurs qui, au premier plan, le point infusé de Haki des Rois, que je rappelle symbolise l'élite des combattants selon Kaido sur Onigashima. Les pirates volent dans tous les sens. Prince utilise un argilo-nimbus pour créer une vague qui va amortir la descente du navire, tant redouté par les crapules de la ruche. Qui dit Garp, presque 80 ans, nous montre une puissance qu'il va affirmer par la suite. Mais souffle fort. L'homme considéré comme un rival de Gold Roger selon l'histoire, selon l'ancien roi des pirates en personne qui était en cellule, comme un homme avec qui il s'est déjà battu à mort, est déçu. Imaginez-le au prime de sa puissance, s'il a 80 ans et qu'il utilise le haki de cette manière. Finalement, Kobe est retrouvé par Ipari, qui l'escorte jusqu'à Garp. Un soulagement pour Hermep, qui pleure, et on peut retrouver Tashigi. Smoker n'est pas là, ce qui m'étonne en fait. Est-ce qu'il est parti s'entraîner parce qu'il s'est fait péter par Vergo en vue de la guerre finale? En tout cas, on ne le présente pas ici, ou pas encore. Il pourrait très bien débarquer du navire pour tenir un commandant de Barbe Noire, par exemple. Peut-être même Bogart, peut-être que Bogart, il saute du navire pour confronter Shiryu, tu vois. Là, ça serait une pure dinguerie. Qu'en pensez-vous? Moi, en tout cas, je vous laisse me donner vos avis. Je sais pas trop à quoi m'en tenir avec Smoker. Ce chapitre nous ouvre les portes d'un flashback, attendu par tout le monde. Que s'est-il passé lorsque Kusan a perdu son duel face à Akainu sur Punk Hazard, pour le titre d'amiral en chef, il y a un an? Aokiji buvait un verre tranquillement, quand les commandants de Teach ont cherché les embrouilles. Résultat, Kusan les a gelés un par un, avant de rencontrer Barbe Noire qui a fait le déplacement, en apprenant ce qui s'était passé. A partir de là, on peut voir les yeux accompagnés d'une haine viscérale de Aokiji quand il parle. Un cœur brisé, un combat perdu, une justice saccagée, surpassée par celle de Akainu. On fait de Kusan un vagabond, un gars itinérant qui n'était raccroché à personne. Ouais, selon moi, à ce moment-là, les amis, on nous montre explicitement que l'ancien amiral n'était plus lié à personne, même pas à Garp, et que son appartenance au Sword ou aux révolutionnaires est complètement remise en cause. À partir de là, tout s'enchaîne, et on découvre un équipage festif, vivant, quelque chose qu'on n'avait pas tellement vu chez l'équipage de Teach en détail, aussi rapproché, et mine de rien, Kusan accepte leur présence, rigole avec eux, ils s'insultent, ils se taclent un petit peu amicalement, leur parle sur le ton de l'ivresse, de son combat avec Akainu, des petites punchlines avec le magma, ça m'a fait délirer, et j'aime énormément ce passage qui nous fait nous attacher aux antagonistes, qui montre un aspect différent de liberté que celui que nous montrent les Mugiwara. La différence entre l'équipage de Luffy et celui de Teach, c'est quelque chose que Teach va très bien souligner d'ailleurs. C'est que son équipage, c'est pas juste une joyeuse troupe qui voyage ensemble à la vie à la mort, tous unis par un rêve en commun. C'est un groupe d'individualités qui ne se regroupe avec Teach que pour sa puissance, ce qui leur permet à eux d'accomplir leurs ambitions égoïstes. On parlera après des Road Poneglyphs et de l'homme à la brûlure, je nous garde ça pour la fin. Pendant que Aokiji parlait un peu, donc elle parle de Robin, l'enfant traumatisé, etc.,
Ce qui est assez poignant hein, quand on lit, on se dit, c'est vrai qu'il est plutôt axé traumatisme hein, Aokiji finalement, pendant que Aokiji parle un peu avec les autres du coup, de cette théorie du rôle poneglyph. Lafitte veut proposer à Teach de sauter sur Kuzan, carrément il veut lui sauter dessus pour voler son pouvoir, comme ils ont voulu le faire hein, une fois, déjà quand ils lui ont sauté dessus avant que Barbe Noire arrive. Résultat, seconde mi-temps, l'individualité prime, Kuzan défonce presque, on sait pas trop, on voit 2-3 commandants gelés, mais on voit que Teach est tout seul face à Kuzan. Est-ce que Shiryu est gelé? Est-ce que Alvaro est gelé, je crois, Vasco Shot aussi. C'est déjà beaucoup. Factuellement, il y a sûrement du hors-champ parce que la scène est immense, donc on sait pas. Petit point passage, j'y viens, hein. Ce n'est pas parce que Barbe Noire fait une courbette à Aokiji qu'il est plus puissant que Teach. Pour affronter Kuzan, faut pas l'oublier, sa meilleure arme actuelle, c'est le fruit de Barbe Blanche. Mais à cette distance, si tu fais un Goro Gora, tu pulvérises tes commandants. Est-ce que c'est jouable? Non, et la prise d'otage est vraiment astucieuse hein, de la part de Kuzan. Par contre, Teach est perspicace. Très perspicace, il va rentrer dans la tête de Aokiji astucieusement. Il va comprendre que Aokiji n'a plus d'entourage, il est au chômage, il a pas l'emploi, et lui propose sans pression un poste de commandant de flotte. Kuzan pète un plomb, il lui dit non, t'es malade, c'est pas parce que j'ai bu un ou deux verres que je vais me mettre sous tes ordres et tout. Et j'ai envie de dire, moi, jusque-là, que si Kuzan joue l'agent double, je suis impressionné. Pourquoi? Aokiji, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un d'honnête. Il dit ce qu'il pense, cash, et sans détour. Par exemple, il essaye de pêcher Nami, il lui dit pas mal les bzaises, dès qu'il la voit, il lui dit ça. Pour moi, il a pas le profil d'un agent secret, il est trop direct, trop gamin, tu vois. Il finit par accepter sur une note de silence, rapport à la liberté que promet Teach, sa reconversion de pirate, qu'est-ce que ça sous-entend, etc. Et c'est sur ce titre qu'on nous le présente face à Garp. Kuzan, 10e commandant des forces de Barbe Noire. On revient sur la ruche, et les masterclass s'enchaînent. On nous peint un Kuzan qui ne parle pas un temps, il hésite, alors il est vraiment silencieux, il est un peu comme un enfant qui découvre le monde, il cherche ses repères, il tâtonne le terrain et essaye de trouver son mode de vie. Dès qu'il pose la question à Garp en le gelant, de savoir s'il serait capable de tuer Aokiji, donc lui-même, pour sauver Koby, Garp lui saute dans le tas. Je croyais t'avoir appris à vivre dans l'instant présent. Ce combat, c'est un combat pour ramener un disciple égaré sur la voie de la raison du point de vue de Garp. Il n'y a que les faibles qui se perdent. Et il enterre Kuzan avec son attaque Blue Wall. Aokiji réfléchit, il pose des questions, tu vois. Et un homme sûr de ses choix, la voie qu'il a empruntée ne dirait jamais. Dans ce cas, 2 scénarios possibles. Soit Garp le cogne et Aokiji retrouve la raison. On n'oublie pas que Garp a été un modèle pour lui pendant des années et des années. Seconde option, Aokiji ancre son choix de devenir pirate. Et c'est un affrontement à pleine puissance qu'on va nous montrer, donc sans compter des Shiryu, sans compter des commandants qui pourraient passer par derrière. On n'oublie pas par exemple le pouvoir d'Alvaro Pizarro, c'est devenu littéralement l'île de la ruche. Donc il y a tout le monde, il y a un truc à la Pika qui sort et tout, ça devient une dinguerie. Hein. J'avais théorisé, donc dans l'une de mes vidéos je vais vous la montrer, que Garp allait se sacrifier, à l'image de Barbe Blanche, de Roger sur l'échafaud, pour ouvrir une nouvelle vague, mais de la marine. Affranchi des codes du gouvernement mondial, du Gorosei, et porté vers l'avenir, porté par des valeurs sûres comme Koby, donc il y a Smoker, il y a d'autres personnes, avec Sengoku, Garp est l'un des derniers vestiges du passé, et le fait qu'il passe l'arme à gauche, après une masterclass du genre, ça ne me dérangerait absolument pas. Grâce à Kuzan, on va sûrement voir un Garp plus jeune, donc dans un flashback, guider les pas du petit Aokiji dans la marine, en sachant que Aokiji et Kuzan sont liés, parce que Akainu parle d'enfance, quand il parle de Kuzan. Imaginez, vous avez le trio d'amiraux, c'est les petites classes de CM2, et ta Garp, il est en train de leur donner la leçon, ce serait une dinguerie. Ce serait vraiment une dinguerie. Ce serait une sorte de figure paternelle qui pourrait prendre son rôle à bras-le-corps et donner sa vie pour permettre à une marine plus juste de naître véritablement. Moi je dis oui directement. Les membres de la pire génération disparaissent un à un dans la course au One Piece. La fin du deuxième rival de Luffy, une fin symbolique, car comme pour Kid, destruction de son navire, destruction de son rêve de pirate, dommage. Moi j'aimais bien l'eau, vraiment, hein, je kiffais le perso, mais malheureusement pour lui, on sent qu'on se rapproche inévitablement de la fin de l'œuvre, et seuls les plus forts survivent. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il adviendra de lui, car son fruit du démon est trop important scénaristiquement pour que le personnage disparaisse totalement. Doflamingo qui voulait en acquérir le pouvoir,
Teach dans ce chapitre, un pouvoir comme ça devrait servir à un moment de l'œuvre. Il a donc survécu, mais pour combien de temps? Et grand respect, là, franchement, faut qu'on en parle. Je suis désolé, hein. Je pense que Beppo, il a eu la meilleure masterclass possible. Très réussi, le Sulong. J'aime beaucoup et ça me fait penser, ça me fait plaisir même. Carrément, ça me fait plaisir. Il cogne BN et ses commandants, il leur donne un coup de patte. Il sauve l'eau du coup en plongeant dans l'eau. Un prince du terrain. Vraiment, on dirait un Ronaldo, tu sais. Il a fait des passements de jambes, il s'est barré. Et mention spéciale du quad Chopper, qui découvre, avec sa pilule, le moyen de faire devenir des Sulong artificiellement. C'est une dinguerie. Depuis quelques temps, on ressent aussi l'importance économique dans la piraterie. Ce qui n'était pas forcément mis en avant sur la première partie de l'œuvre, de par les primes instaurées, de par la Cross Guild, de par le prêt de Crocodile à Baggy, donc des moyens financiers pour la création de la Cross Guild, on ne nous montre pas que les héros de Poneglyph photocopiés sont récupérés, mais avec le fruit téléportation de Vanaugure, c'est assuré à 100%. Le bateau de Kid a coulé, celui de l'eau coule, symbolique pour dire que leur carrière s'arrête ici. L'eau a été épargnée certainement pour le scénario. Qu'en est-il de Kid? Seul l'avenir nous le dira, je vous laisse me donner votre avis, n'hésitez pas. Moi je vois très bien Beppo guider l'eau vers Chopper, pour lui donner les soins dont il a besoin, après ça a déculotté. Il a encore un rôle à jouer, c'est sûr, et c'est sûrement dans pas très longtemps. À ce stade du manga, avec son pouvoir, convoité par tout le monde, il va avoir un rôle, c'est sûr. A new challenger incoming, un nouveau prétendant dans la course au One Piece. Et là, on va parler directement du suspect numéro 1. Là, je suis sur Among Us, Dragon. J'en avais fait une vidéo dédiée, que je vous link avec cette partie de la review, pour plus de détails. La cicatrice en forme de brûlure, il faut comprendre, premièrement, que ce n'est pas forcément une brûlure comme celle d'une blessure. Aokiji, Sabo pour l'exemple. La marque de brûlure, ça peut tout autant être un symbole. Celui de Boa Hancock était un symbole, donc la marque d'esclavage des dragons célestes. Celui de Fisher Tiger de Jinbei, la marque du soleil, qui recouvrait cette marque d'esclavage. Et surtout celui de Dragon, un personnage considéré comme le plus grand criminel au monde. En tant que lecteur, nous avons été témoins des révélations de Garp sur son nom de famille à Water 7. Mais qu'en est-il dans le monde entier? La réponse c'est non. Dragon peut autant être un prénom qu'un pseudonyme emprunté. À la manière, vous savez, des poètes, des artistes, qui IRL même se cachent sous un faux nom. Ou même moi, par exemple, vous me connaissez sous le pseudonyme de ma chaîne. D'autres me connaissent sous le pseudonyme de Kyo. Est-ce que ce sont mes prénoms réels? Non, ça me permet en fait d'agir sur internet sous la couverture de l'anonymat. Donc qui dit Dragon, c'est l'outsider qui peut coller à cette description. Un homme qui dit indirectement à Luffy que leurs chemins seront amenés à se croiser à plusieurs reprises, c'est un révolutionnaire considéré comme le plus grand criminel au monde. Mais aussi, et c'est surtout ça qui fait sa force, comme quelqu'un d'insaisissable et énigmatique. Ses pouvoirs lui permettent de jouer sur les phénomènes météorologiques. A priori, on apprend que les navires qui approchent du sien coulent en mer par des tourbillons qui popent de nulle part. Bizarrement, petit zoom sur la case du manga, le ciel est couvert. Lors du flashback de Lafitte, qui nous montre un peu les événements, un détail qu'on retrouve à chaque intervention de Dragon, qui montre une perturbation météorologique lorsqu'il se met en action. Un bateau noir, de nuit, qu'on peut constater sur cette scène où les révolutionnaires font halte dans un flashback. À la base, le héros de Poneglyph se trouvait sur l'île des Hommes-Poissons, puis il a été déplacé après le passage de Gold Roger, après même son exécution, pendant lequel le héros de Poneglyph se trouvait aux côtés de la lettre d'excuse de Joy Boy. Le fait que Dragon ait pris conscience de l'importance de ces informations pour la suite des événements, et se soit porté garant de l'équilibre en devenant l'homme le plus recherché du monde, pour cet acte ultime de rébellion, de menace pour le Gorosei et Ipsama, pour moi il y a un gros match entre Dragon et l'homme à la brûlure. Donc Jaguar d'Isoro, la description qui est faite ne colle pas vraiment avec le personnage. On parle d'une personne qui est capable de manipuler les phénomènes naturels pour engloutir des navires avec des tourbillons. On sait que Saul a été gravement blessé, son identité est connue de tous, et surtout, il est géant. Un géant, c'est pas très discret, c'est réel. Il s'est réfugié sur Elbaf surtout pour échapper aux griffes de ses assaillants, et c'est un peu comme un lapin qui se terre en échappant aux renards. Je le vois pas dans la peau d'un gars qui va se balader en mer, provoquer les gens et les envoyer sous la mer, tu vois. Rock dit Xebec. Un homme comme Xebec, une légende de l'ancienne ère, son ambition, pour moi, elle est trop grande. Je sais pas ce que vous en pensez, trop grande pour n'être qu'un gardien qui défend son héros de Poneglyph. Le mec, il est puissant, le mec, il a une puissance de zinzin mental,
S'il était dans la peau de cet inconnu, il aurait déjà fait parler de lui sans compter sa puissance, teasé par God Valley, qui a de quoi renverser tout l'équilibre des puissances en course pour le One Piece. Le pirate au cache-œil, Oda qui nous avait teasé ce personnage qu'il avait hâte de dessiner, et peut-être, hein, ça peut être un outsider total, je suis tout à fait d'accord avec ça, blessé au cours de l'ère Roger par exemple. Scopper Gaban, Shiki, un outsider encore, quelqu'un qui vraiment s'est réveillé, une ultime menace, peut-être. Qu'en pensez-vous en tout cas? Moi je mets ma pièce sur Dragon. Shanks est définitivement hors sujet après ce chapitre, hein, parce que Shanks est un concurrent, ce n'est pas un gardien du Road Poneglyph. Faut que je retire d'ailleurs ma dernière vidéo, c'était pas du tout ça. Mais tout est possible après, hein. Vraiment tout est possible. Ça peut être aussi quelqu'un du gouvernement, comme Shiryu nous l'apprend, son raisonnement est peut-être le bon. Hein. Voilà, bah écoutez, on a fait un bon tour de terrain comme d'habitude. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là, et puis je vous dis à la prochaine, hein. N'hésitez pas, petit like, petit abonnement, etc. À la prochaine, tchuss.